je me joins au professeur Fettentwijk pour remercier les laboratoires Boehringer pour ce symposium. Donc, le symposium s'intitule Effet antiarythmique de l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a une niche au traitement? Est-ce que l'empagliflozine peut avoir un effet antiarythmique? Professeur Senavoueli, que je ne vois pas, ici elle est là, donc elle va débattre de ce sujet-là. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être parmi vous à notre congrès national. Donc on va parler maintenant, non pas de cathéter, mais des choses qu'on voit tous les jours. Tous les jours. Voilà, merci. OK. Et en tant qu'électrophysiologiste, et lorsqu'on parle d'une molécule, j'ai voulu mettre en valeur cette molécule et de voir un autre aspect. On connaît tous les atouts de cette molécule, mais j'ai voulu mettre la lumière sur un autre atout. Donc, on va voyager ensemble avec M. Ali. Si Ali, c'est un patient de 65 ans. On a tous un Ali comme celui-là, 65 ans, obèse, hypertendu. Il a une histoire de FA depuis 4 ans et il aurait fait un choc électrique pour le remettre en rythme sinusal. Et maintenant, il est dyspnéique, stade 2-3 de la NYHA. Son examen est sans particularité, à part un rythme irrégulier et à l'ECG, une fibrillation atriale. Et son traitement comporte le furosémide, apixaban, amlodipine, bisoprolol, captopril. Ma première question à l'audience, est-ce que le diagnostic d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé chez ce patient est fortement suspecté ou pas? Je reviens, hypertendu, obèse, qui fait de l'AFA. Ou bien on a besoin d'autres investigations. C'est un cliché typique, hein? Hypertendu, FA, obèse. Ou bien hypertendu, FA, âgé au-delà de 60 ans. Eh bien, c'est oui, c'est très fortement, il a de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée et on a besoin d'autres examens pour confirmer. Si on regarde les scores, regardez très très bien. Du moment où on a un surpoids, on est hypertendu et on a une FA, eh bien, on a un score à 6, c'est-à-dire on a une très haute probabilité d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. J'insiste parce qu'on est en train de sous-diagnostiquer plein de patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée et qu'on ne diagnostique pas. Il suffit d'avoir un hypertendu qui a 60 ans et qui fait de la FA, c'est un insuffisant cardiaque à FEVG préservé jusqu'à preuve du contraire. J'ai voulu attirer votre attention parce qu'on sous-diagnostique peu ces patients et par conséquent, si on ne les sous-diagnostique pas, on ne le traite pas bien. Voilà. Donc, on voit très très bien. J'attire votre attention que pour confirmer, on va faire l'écho cardiaque et on va faire le NT-proBNP, mais faites attention, chez les patients qui ont un FA, le seuil, le cut-off de NT-proBNP est plus élevé chez les patients qui ont un FA que les patients qui n'ont pas de fibrillation atriale. Donc, c'est Ali, a priori, il a une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et pourquoi j'insiste, FA et insuffisance cardiaque et FEVG préservée, c'est la même physiopathologie. Du moment où vous avez un patient qui fait de la FA, c'est une maladie systémique. Et kiff, l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, c'est une maladie systémique. C'est une maladie, il faut la voir comme ça. Ils ont les mêmes facteurs de risque. Donc, insuffisance cardiaque à FEVG préservée entraîne de la FA, insuffisance cardiaque préservée, c'est même physiopathe. Et voilà, c'est un syndrome systémique. Je vais passer. Si vous vous amusez à faire des dosages de NT-proBNP chez vos patients qui ont de la FA, faites-le, vous allez voir le NT-proBNP s'élever. Donc, faites attention à ces patients-là. Vous allez dénicher, vous allez retrouver des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Je m'excuse, j'insiste, parce que c'est très important. Donc, on termine avec CALI. On trouve une FEVG à 51, donc c'est une FEVG préservée. Le rapport E sur E' à 10, une oreillette gauche dilatée, une créatinine à 145 et un NT-proBNP à 705. Donc, le diagnostic est confirmé. Si on voit l'incidence
si on prend la cohorte des patients qui ont une insuffisance cardiaque FEVG préservée, plus que 60% vont développer de la FA. Plus que 60% vont développer de la FA. Et encore, même 70%. Et bien sûr, les malheurs ne surviennent pas seuls, ils surviennent ensemble. Si on a de l'EFA et on développe l'insuffisance cardiaque FEVG préservée, notre mortalité augmente. Si le contraire, kiff, la mortalité augmente d'une façon très très importante. Ce sont deux ennemis qu'il faut traiter en même temps. Donc, je ne vais pas vous dire que l'insuffisance cardiaque est associée à une grande mortalité, qu'on a un très grand nombre de patients qu'il faut prendre en charge, que le taux de les réadmissions pour la réhospitalisation est de l'ordre de 30%, ça on le connaît très très bien. Ça retentit également sur notre qualité de vie, tout ça on le connaît. Ma deuxième question, c'est CIALI, qu'est-ce qu'on va faire? CIALI, FA, insuffisance cardiaque, FEVG préservée. C'est confirmé maintenant. Premièrement, on optimise le traitement médical. On fait une cardioversion et on met notre patient sous amiodarone. On ablate le nœud et on met un pacemaker. On isole les veines pulmonaires ou bien on associe les options. Qu'est-ce que vous faites chez ce patient-là? Bien sûr, toujours optimiser le traitement médical. Ce patient n'est pas sous traitement médical optimal. C'est un insuffisant cardiaque à FEVG préservé qui n'est pas sous traitement optimal. Après, il faut le remettre en rythme sinusal parce que la simple remise en rythme sinusal va l'améliorer. Et bien sûr, il faut maintenir ce rythme sinusal. Et le meilleur moyen thérapeutique pour maintenir un rythme sinusal, on commencera par les antiarythmiques, mais souvent ça échoue. On va terminer par l'isolation des veines pulmonaires. Donc, je reviens là, son traitement, ce patient n'est pas un traitement optimisé, donc on doit l'optimiser, et on sait très très bien que les inhibiteurs SGLT2 ont démontré leur efficacité, leur réduction de la mortalité cardiovasculaire et le taux de réhospitalisation chez tous les patients qui ont une insuffisance cardiaque, quelle que soit la FEVG. Et là, et même, ils ont une longue histoire, tout départ chez le diabétique, puis c'est-à-dire, avant la survenue de l'insuffisance cardiaque, c'est une molécule qui prévient l'insuffisance cardiaque et lors du traitement de l'insuffisance cardiaque, ça réduit la réhospitalisation et ça réduit le déclin de la fonction rénale et ça améliore la qualité de vie. Donc, FEVG préservé, FEVG réduite, on réduit on améliore l'outcome, on réduit la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque de l'ordre de 25% chez l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite et de l'ordre de 21% pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et ça améliore quelle que soit la FEVG et même chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, il faut les introduire très rapidement, très précocement. Donc, si je reviens à CIALI, bien sûr, on a confirmé le diagnostic, on a correctement traité ce patient-là, et donc, voilà, on l'a mis sous empagliflozine, et on va prendre en charge sa fibrillation atriale. Voilà. Donc, on sait très très bien que depuis 2023, les inhibiteurs SGLT2, c'est une classe 1 du traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Je reviens à CIALI. CIALI a été traité par l'empagliflozine, mais je vais poser la question, est-ce que l'empagliflozine a le même effet chez un patient qui a une FA que chez un patient en rythme sinusal? Est-ce que CIALI, on doit réduire les doses d'empagliflozine parce qu'il est insuffisant rénal? Est-ce qu'on doit attendre la normalisation de la fonction rénale? Et est-ce que l'empagliflozine réduit de la même façon le déclin de la fonction rénale chez un patient qui a une FA par rapport à un patient qui n'a pas une FA? Un patient qui a une FA, je mets de l'empagliflozine, est-ce que j'ai les mêmes résultats sur le plan outcome et sur le plan fonction rénale? Qui dit qu'ils ont le même effet? Qui dit qu'ils n'ont pas le même effet? Allez, ils ont le même effet, hein. D'accord? Qu'il s'agit d'un patient, ce n'est pas parce qu'il a une FA qu'on va pas le mettre sous... Et vous allez voir qu'il faut le mettre. Donc, c'est un même effet, le déclin de la fonction rénale est le même chez un patient en FA ou qui n'est pas en FA. Et je prends là, c'est une sous-étude de l'étude Emperor Preserved. Et vous voyez, hein, chez les insuffisants cardiaques à FEVG préservés, la moitié ont de la FA. Hein. C'est la grande étude là qui a démontré ça. C'est quasi 50-50
Et les courbes ont démontré qu'on a le même résultat sur le plan outcome, et on améliore, on réduit de la même façon l'altération de la fonction rénale. Ça entraîne un déclin, quel que soit, qu'il s'agit de mortalité cardiovasculaire, qu'il s'agit de mortalité toute cause, qu'il s'agit d'introduction des diurétiques ou d'aggravation de la fonction rénale. Donc, FA, pas FA, tout le monde bénéficie de l'empagliflozine, et on voit très très bien que le déclin, qu'il s'agit d'un patient qui est en rythme sinusal ou en FA, on voit très très bien que les courbes divergent très précocement chez ces patients-là, voire même un effet meilleur chez les patients qui ont un FA. Donc, je vais passer sur cette diapo. Je vais insister sur un élément que, quel que soit le niveau de fonction rénale, l'empagliflozine a le même effet en termes de réduction de mortalité et d'hospitalisation, quel que soit, jusqu'à une fonction rénale inférieure à 30 ml par kilo par minute. C'est-à-dire, quels que soient les stages, et ils ont une très bonne tolérance. Cela a été démontré dans les sous-études d'Emperor Preserve. Et on voit très très bien qu'il y a les courbes divergent particulièrement, l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, particulièrement chez les patients qui n'ont pas une insuffisance rénale, mais on a noté qu'une réduction de la progression vers la macroalbuminurie et une réduction de la survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Et si on prend les patients qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG réduite, là, la divergence est très nette et très précoce. Et si on voit le déclin chez les patients qui ne sont pas sous empagliflozine, on note qu'il y a un déclin de 2,28 ml par minute par 1 cm², 1,7 m², comparé à 0,55. C'est-à-dire que l'empagliflozine réduit de 1,7 la chute, ce qui est très 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 important. Nous, on travaille sans rein, on ne peut pas travailler, on ne peut pas donner nos molécules, donc préserver un rein est très très important chez ces patients-là. Donc je reviens à Ciarli. Ciarli a été mis sur empagliflozine. Quel délai, à partir de quel moment vont apparaître les bienfaits de l'empagliflozine? 12 jours, 18 jours, 30 jours, 6 mois, deuxième jour. Eh bien, c'est à partir de 18 jours. C'est-à-dire que dès qu'on met la molécule, son effet, ses bienfaits apparaissent très précocement. Dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, ça apparaît à partir de 12 jours, et dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée à partir de 12 jours et préservée à partir de 18 jours. C'est-à-dire qu'il faut rapidement les introduire. Donc, je reviens à Ciarli. On a choisi la stratégie de contrôler le rythme. On a fait une cardioversion, on l'a mis sous amiodarone et on va le proposer pour une ablation. Ma question est la suivante. Est-ce que l'empagliflozine réduit les récurrences de fibrillation atriale chez les patients insuffisants cardiaques? Là, je transforme, là, je vais la transformer en antiarythmique. Elle n'a pas l'AMM. Est-ce que l'empagliflozine réduit les récurrences en FA? Oui, mais elle n'a pas l'AMM. Je ne dis pas que ce n'est pas un antiarythmique, j'insiste. Okay. Donc, si on voit les méta-analyses et on voit les revues systématiques, on voit très très bien, particulièrement dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, on voit très bien une réduction des récurrences de la FA chez les patients qui ont été mis sur empagliflozine, contrairement à la DAPA. Donc, il y a vraiment une nette réduction chez les patients qui ont une FEVG réduite. Là, on le voit très très bien. Et nous, lorsqu'on fait une ablation, on insiste sur beaucoup de choses. On insiste que le patient soit bien traité sur le plan insuffisance cardiaque. On n'a pas des baguettes magiques lorsqu'on traite les fibrillations atriales. Ces patients doivent être correctement traités et ils doivent perdre du poids, ils doivent être correctement traités. Tout ça pour que le taux de succès de nos actes en rythmologie se maintienne. C'est-à-dire
lorsqu'on fait une ablation, ce n'est pas guéri. C'est pas guéri, c'est une maladie progressive et donc ces patients doivent être correctement traités. Et parmi les choses les plus importantes, il faut qu'ils soient sous traitement médical correct et optimal, incluant les inhibiteurs SGLT2. Et, vous voyez très très bien que vous savez qu'on a le care de la prise en charge de la FA et ce sont les comorbidités. Et prendre en charge une insuffisance cardiaque et perdre le poids dans la FA, c'est indispensable. Et on sait très très bien que l'empagliflozine fait des miracles en termes de perte de poids. Je vais passer à un autre versant, à un autre côté des empagliflozines. Est-ce que les empagliflozines réduisent les arythmies ventriculaires chez les patients insuffisants cardiaques? Eh bien, si on voit l'étude EMPA-ICD, ça a été démontré qu'à partir de 24 semaines, la fréquence des arythmies ventriculaires diminue chez les patients porteurs de défibrillateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté d'aucun trouble du rythme. C'est-à-dire c'est une surveillance 24/24. Eh bien, l'empagliflozine réduit les arythmies ventriculaires. Je passe sur d'autres études, sur d'autres méta-analyses. Également, ça a démontré la réduction des arythmies ventriculaires chez ces patients-là. Et on voit très très bien les courbes en faveur des inhibiteurs SGLT2. Et une des explications, c'est que les inhibiteurs SGLT2, à part leur effet hémodynamique sur l'insuffisance cardiaque, ils ont un effet sur le système sympathique et parasympathique. Et cela a été démontré, c'est-à-dire la balance sympathique-parasympathique, et ceci pourrait expliquer la réduction des troubles du rythme ventriculaire. Une autre méta-analyse encore plus récente, et là vraiment c'est très beau, on a démontré que, particulièrement chez l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, on réduit d'une façon très nette, les récurrences de fibrillation atriale. Là, et également, ça réduit la mort subite, essentiellement avec la CANA et l'AMPA. Ça réduit les fibrillations atriales de 39%, et l'AMPA, c'est la molécule la plus puissante en termes de réduction de récurrence. Et après, il y a d'autres niches, j'ai vu qu'il y a d'autres niches, que les patients traités par ablation, si on les met sous AMPA, il y a une réduction des récurrences de la fibrillation atriale. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles perspectives avec ces molécules-là. Peut-être à la fin, on va tous les prendre, tellement ils ont des effets bénéfiques, je ne sais pas. Et ça fait rêver parce qu'il y a des mécanismes électrophysiologiques à ces molécules qui ont été décrites, telles que la diminution du taux calcique intracellulaire. Et je vais vous poser la question, l'empagliflozine est-elle antiarythmique? C'est bien sûr non. Non, mais il a une protection plutôt. Il a un effet, mais ce n'est pas un antiarythmique, j'insiste. Ce n'est pas encore démontré, particulièrement dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Je vais terminer par vous dire que l'empagliflozine, le Jardiance, c'est la première molécule qui a réduit de façon significative la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque à travers tout le spectre de la fraction d'éjection. C'est full house, que les effets apparaissent dès le début, dès l'initiation, 12 jours pour la reduced ejection, insuffisance cardiaque réduite, à FEVG réduite, 18 jours pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et son effet apparaît quelle que soit la fonction rénale. Ce n'est pas la fonction rénale qui va vous limiter pour le prescrire. Et généralement, ils sont très bien tolérés. Et ça permet de réduire le déclin de la fonction rénale, que le patient soit en rythme sinusal ou en fibrillation atriale. Et on découvre chez cette molécule également des effets protecteurs contre les arythmies ventriculaires. Et je vous remercie. Bravo.